Parfait. Donc, bon matin tout le monde. Appel part ce matin. On va regarder un peu le comportement des prix, principalement. Beaucoup de volatilité, surtout dans les valeurs de porc. Au niveau des grains, c'est plus stable, le dollar aussi. Donc, on a un prix du vivant à 96 sous le 100 livres. 96 sous la livre, pardon. Ce qui est plus élevé que les normales saisonnières. On voit là les graphiques en haut à gauche, on est nettement plus élevé. Par contre, on a entamé notre chute saisonnière. Et là, c'est de voir jusqu'à où on va descendre. On avait vraiment une stabilité qui était impressionnante sur le prix du vivant entre le mois de juin et jusqu'à tout récemment, en fait, fin septembre. On avait clairement moins de parts que prévu. Donc, le prix du vivant qui se retrouvait stimulé par un manque d'offres. La demande était bien présente. On le voyait par le prix des coupes qui, lui, demeurait assez élevé. Sauf que là, on est tourné. Le vent semble avoir tourné, puis on semble avoir retrouvé les fondamentaux habituels. 96 sous actuellement. Le marché, avec les contrats à terme, anticipe que d'ici la mi-décembre, on va être à 82 sous, ce qui serait très très près du prix de l'an dernier, puis ça serait nettement plus élevé que la moyenne des 5 dernières années. Reste qu'il y a quand même eu un fort réajustement de ces prix-là, parce que ce 82 sous-là, qui était la clôture de vendredi sur le mois de décembre, ben, c'était plus un 87, 88 sous pour il y a de ça quelques jours de ça. Donc, au final, on voit un marché qui est extrêmement volatile, puis on le voit principalement au niveau des coupes graphiques en bas à droite, où on a vu le flanc perdre énormément de valeur très rapidement. Donc, la ligne rouge, pork belly, donc le flanc bacon, on est à 1,32 US la livre. Puis on peut le voir, on était presque à 2 dollars pendant l'été. C'est sûr que si on regarde un peu, on regarde la comparaison avec l'été dernier, on avait des prix de flanc qui étaient nettement plus élevés cette année. Puis là, ben, la descente est encore plus abrupte. Le flanc nous a habitués quand même à un comportement plus volatile avec des montagnes russes. Donc, est-ce qu'on peut revenir à la hausse? Oui, certainement. Sauf que c'est sûr que le flanc, lui, réagit beaucoup plus avec la forte demande pendant l'été. Euh, donc, ça fait en sorte que le prix de la découpe commence à chuter rapidement. Donc, le vivant suit. La découpe perd plus rapidement que le vivant. Puis on le voit par le fait que la marge de transformation est en baisse. On est à 6 sous actuellement, ce qui est historiquement peu élevé. On est peut-être à 4 à 5 sous de moins que la moyenne des 5 dernières années. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que les abattoirs seraient peut-être un petit peu moins tentés de surenchérir pour aller prendre les parts disponibles. Donc, c'est le petit portrait qu'on voit. Donc, réajustement assez fort du flanc, ce qui arrive. Puis là, on a donc les contrats à terme qui ont diminué de plusieurs sous. Entre-temps, c'est certain qu'on a eu des nouvelles fondamentales qui font baisser les prix. On a notamment la chicane entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui détient en fait la moitié du troupeau de porc dans le monde. C'est sûr que on importe même en Chine, quand malgré tout ça, on doit importer. On importait quand même un peu des États-Unis. Ben là, il y a quand même une bonne chicane entre les deux qui nous fait repenser au mois d'avril où les deux pays s'étaient là, annoncer des tarifs, des gros tarifs d'un côté comme de l'autre. Là, on est de retour dans cet environnement-là où il y a des menaces de tarifs. Par contre, on a des négociations qui sont en vue à la fin du mois en Corée. Puis, ça va être intéressant de suivre le développement. Ça fait peut-être un petit peu moins mal pour le port américain parce que la Chine, bien qu'elle fasse quand même des achats importants, on n'est pas trop dépendant au niveau des États-Unis. C'est
notamment plus au niveau de la fève soya, que là, c'est critique, puis que la Chine n'a toujours pas acheté. Donc, ça, je dirais que ça, c'est un- un aspect qui est très important pour le marché actuellement. Au niveau de la production, donc c'est sûr que on a été stimulé pendant l'été par le fait qu'il y avait moins de production que l'année passée. Donc la ligne bleue qui est demeurée sous la ligne rose pâle pour une bonne période de l'été. Puis là, depuis septembre, ben là, on se retrouve à avoir des légers gains par rapport à l'année passée. Donc, sur l'année, abattage en baisse de 1%. Ça, c'est les données journalières, c'est pas les données officielles. Donc là, on le voit là, dans ma présentation, je mets le WASD du 12 septembre, qui était la même donnée qu'on avait à notre dernier appel ensemble. On n'a pas eu de mise à jour en octobre. Pourquoi? Parce que le gouvernement américain est fermé. Donc, ça veut dire que les agences qui sont vues comme étant non essentielles n'ont pas de données. Donc, pas de progression des récoltes aux États-Unis, pas de rapport d'emploi, pas de, pas de vente à l'exportation. Donc là, on a moins de visibilité sur ce qui se passe actuellement. Donc, c'est sûr que de voir les prix bouger comme ça dans le port, ben c'est ça, on réagit fort aux nouvelles fondamentales, mais il y a encore beaucoup de spéculations sur très peu de données. Par contre, on a quand même les données d'abattoirs journaliers, puis on est en mesure de se rebâtir une courbe. C'est sûr, c'est pas les chiffres officiels par contre, mais on voit quand même une tendance que depuis le mois de septembre, ben, on a des abattages qui sont supérieurs ou égaux à l'année passée. En termes d'exportation, ben, c'est ça, comme j'ai mentionné, dernière donnée remonte au 18 septembre. Donc, on a seulement 2 points de plus qu'à la dernière rencontre. Donc, selon les données qu'on a, c'est un portrait qui est assez similaire au mois dernier. On le voit des exportations qui sont en baisse. Donc, c'est sûr que la hausse des prix, quand on voit des exportations qui sont moins importantes, ben, c'est vraiment local. On semblait manquer de part, euh, qui avait été confirmé aussi dans le rapport Hogs and Pigs, avec les inventaires au 1er septembre qu'on avait regardé aussi ensemble. Donc, c'est sûr que ce rapport-là nous a montré que les intentions étaient plus basses que prévu, l'inventaire, le troupeau était plus bas que prévu. Sauf que là, les abattages journaliers semblent dire un peu un portrait contraire. Le Hogs and Pigs nous a habitués à avoir certaines contradictions dans ces données. Donc, ça va être intéressant de voir là, les réajustements qui vont avoir lieu dans les prochains rapports. Donc, c'est sûr que pour avoir d'autres rapports, il va falloir que le gouvernement américain reprenne. Donc là, ça fait à peu près 21, 19 jours, je pense, qui sont en fermeture à ce niveau-là. Ça se compare au dernier shutdown qui avait eu lieu au premier mandat de Donald Trump, qui avait duré 35 jours. On a encore du chemin à faire. Ça fait, on vote pratiquement tous les jours pour tenter de réouvrir le gouvernement, puis on n'arrive toujours pas à s'entendre. Le point critique, c'est au niveau de la santé. Les démocrates aimeraient revoir des programmes de santé que les républicains veulent couper. Donc, il y a de la négociation qui se fait des deux côtés. Les deux parties paraissent très mal. Euh, donc, c'est sûr que d'avoir le gouvernement américain qui est fermé comme ça, c'est mauvais pour l'économie. On a des pertes qui se chiffrent dans les milliards à chaque semaine que le gouvernement est fermé. Donc voilà. Puis c'est sûr que pour cet appel-là, ben, ça a un impact sur la visibilité des données et la transparence. Donc, en termes d'exportation, comme j'ai mentionné, le seul impact qu'on voit, c'est au niveau de la Chine, qu'on voit pas nécessairement un renouveau au niveau de la demande. Principalement, bon, c'est sûr, ils sont en chicane, mais aussi parce qu'au niveau des prix, la Chine, c'est des prix qui sont extrêmement bas. Donc, on a eu une chute abrupte en termes de valeur porcine au niveau du porc. Une suroffre claire. On a des consignes du gouvernement chinois qui dit à tous les producteurs, ben, amenez vos parts sur le marché rapidement. On veut liquider des truies. On veut s'assurer de contrôler la suroffre future. Donc, prendre le coup dès maintenant pour qu'il y ait un meilleur futur au niveau des marges. Donc, c'est ça. Beaucoup, beaucoup d'abattages qui sont faits actuellement pour
pour contrôler le futur. En termes de production, on est à peu près à 4-5% de plus que l'année passée. Donc, sur le troupeau, sur le plus gros troupeau au monde, là, c'est gigantesque. Puis, en termes de marge de production brute, ben, chaque porc qui est produit perd 56 la tête en canadien. C'est pas arrivé souvent là, qu'on est allé dans ces niveaux-là. Donc, c'est des valeurs qui sont très, très, très faibles. Ce qui amplifie aussi la volatilité dans les contrats à terme au niveau des valeurs de part, c'est les spéculateurs. Puis là, encore là, même chose. On a des données qui sont un peu en retard avec la fermeture du gouvernement. Donc là, je vous montre des positions de spéculateurs qui sont historiquement au maximum là, depuis qu'on a des données. Sauf que on peut croire qu'avec la chute qu'on a connue dans le marché, dans les marchés boursiers, sur le port notamment, ben, que ces spéculateurs-là ont liquidé plusieurs milliers de contrats. C'est de voir là aujourd'hui combien ils sont encore en position longue, mais c'est sûr que le fait d'avoir justement une position qui était historiquement longue, ben, ça nous expose à des mouvements qui sont amplifiés par les spéculateurs. Donc, graphiquement, c'est vraiment depuis, je dirais depuis le 26 septembre, on en avait atteint le sommet au niveau de plusieurs contrats à terme, mais on chute, ce qui concorde avec le revirement, si on veut, au niveau du prix du vivant, du prix de la découpe, la baisse des valeurs de flanc. Donc, à chaque jour, on voit le vivant baisser, on voit la découpe baisser. Puis là, c'est le marché qui essaie d'anticiper jusqu'à où ça peut baisser. Le creux serait atteint, comme j'ai mentionné, à 82 sous. Puis les valeurs d'été seraient 99 sous. C'est sûr que là, ça a été du 105, 106 il y a pas si longtemps de ça. Donc, on peut le voir là, que le décembre à 82 sous, ben, on était à 90 sous, 91 sous même le 26 septembre. On a chuté. Reste que on demeure quand même plus élevé à pareille date l'an dernier. Puis ça avait clôturé sensiblement dans les mêmes eaux l'année passée. En termes de contrat février, je veux dire, là, plus je vais aller loin, plus ça va être la baisse va être moins abrupte. Mais quand même, on a vu une bonne correction au niveau du mois de février également. Avril, même chose, mais encore là, moins intense. Puis on le voit là. Au niveau de la saisonnalité, on vient rattraper le prix de 2022-2023 avec un 88 sous sur avril, qui est quand même plus élevé que la moyenne des 5 dernières années. Finalement, les prix pour l'été, ben c'est ça, on avait atteint un 104 sous, comme j'ai mentionné précédemment, on baisse de 5 sous. Euh, on demeure quand même à des niveaux qui sont plus élevés quand on les compare aux dernières années. En termes de valeur de grain, on a quand même beaucoup de volatilité aussi, mais c'est sûr quand on remet en perspective le porc, c'est moins impressionnant. Reste que depuis le début de l'année, on voit une continuité au niveau des valeurs de grains qui sont poussées vers la baisse. On a une production qui est record aux États-Unis. On a malgré tout une bonne demande de l'exportation, ce qui empêche les prix de baisser plus que ça. Reste que on a la tendance à la baisse qui est principalement, comme j'ai mentionné, reliée à l'augmentation du rendement des superficies aux États-Unis. Fève soya, plus de yo-yo, plus difficile à voir où on s'en va. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans l'appel, Chine, États-Unis, donc conflit commercial qui est pas nouveau. On est repris plus belle dans les menaces de tarifs entre les deux pays. La Chine, qui avait l'habitude d'acheter entre 45 et 60% de la fève soya américaine, mais là, pour l'instant, elle a acheté zéro pour la récolte en cours. Aux États-Unis, on est peut-être à 60-65% complété au niveau de la récolte. Encore là, c'est des estimations. On n'a pas de données officielles avec la fermeture du gouvernement. Donc, c'est la fenêtre d'exportation critique pour les États-Unis. Puis la Chine, toujours pas présente. Finalement, pour le blé, bon, on voit la ligne verte qui, elle aussi, est en baisse depuis le début de l'année. Donc, au final, on peut dire que les valeurs de grains sont généralement en baisse, causées par une très bonne production.
En termes de conditions, c'est ça. Donc, c'est sûr que on a eu des bonnes conditions pendant l'été. Il y a eu, oui, un peu de sécheresse. Donc, c'est sûr que quand on voit le rebond au niveau des valeurs vers la mi-août, ben là, c'est le fait qu'il a fait plus chaud. Il a fait plus chaud. Donc là, on a baissé un peu dans nos estimations de rendement. Reste qu'on s'attend à une production record, comme on voit aux États-Unis. Sur le graphique en haut à droite, 49 millions de tonnes de plus que prévu par rapport à l'année passée, ce qui est gigantesque. Là, c'est se poser la question, où est-ce que les producteurs américains vont entreposer cette récolte-là? Mais là, c'est ça. Ça va être un réajustement jusqu'à temps qu'on aille plus de clarté sur euh, la grosseur de cette récolte-là. Reste que, en termes de prix du maïs, très similaire au prix de l'an dernier. C'est sûr que localement, par contre, on parle de bases qui sont nettement plus élevées qu'historiquement, avec le fait qu'il y a des doutes sur la qualité du maïs au Québec, dans l'est de l'Ontario également. Euh, donc, c'est ça. Selon les données de Statistique Canada, on voit une récolte au Québec qui serait aux alentours de 3,4 millions de tonnes versus 3,6 l'année passée. Ce 3,4, par contre, est contesté par les intervenants du milieu. Donc, ça, c'est seulement 5% de perte avec justement le retard dans les semis, les trop de pluie, pas assez de pluie. Il y a eu un gel aussi hâtif en septembre. Il y a des régions qui penchent pour des baisses de 15%. Il y a des régions qui croient que ça va pas être si mal que ça finalement. Donc, un 5% qui est annoncé officiellement par Statistique Canada, qui est, comme j'ai dit, contesté. On a la récolte qui a débuté au Québec. On va avoir une idée assez vite de comment cette récolte-là se comporte dans les prochaines semaines. Fève Seiya, donc c'est sûr qu'on a semé plus de maïs. Ça a été au profit de la fève. Malgré tout, on est presque au même prix que l'an dernier. On a une demande qui est contestée avec la Chine. Donc c'est sûr que là, selon les estimations, les stocks de report seraient légèrement en baisse par rapport à l'année passée aux États-Unis. Mais si justement on réajuste nos projections d'exportation, puis on anticipe que la Chine ne va juste jamais se présenter sur le marché américain, ben là, à ce moment-là, les stocks, les inventaires américains viendraient drastiquement augmenter. En termes de production locale, donc production Québec, 7% de baisse qui est anticipée cette année. La récolte au Québec est sensiblement complétée. C'est sûr que en termes de rendement, c'est moins que la production record de l'année passée. Est-ce que c'est pas si mal que ça? Donc, le 7% fait peut-être un petit peu plus de sens que l'estimation au niveau du maïs pour Statistique Canada. Encore là, on va avoir une meilleure idée aussi, là, un coup que toutes les grains vont avoir été analysés à ce niveau-là. Finalement, donc, c'est sûr que je vous parle de soya, mais là, quand on regarde le tourteau, ben, c'est sûr que on a un marché qui est plus différent. Donc, même si le soya est égal à la valeur de l'année passée, le tourteau de soya, lui, est nettement sous les valeurs de l'année passée. Pourquoi? Ben, on a une suroffre. C'est sûr que le soya est en demande pour l'huile. C'est sûr que la Chine n'achète pas d'huile américaine. Elle en achète habituellement. Mais au niveau des autres marchés, l'huile est quand même en forte demande. On a plusieurs spéculations sur les biocarburants également, ce qui fait en sorte que le tourteau, lui, a de la misère un peu à combattre cette suroffre dans le marché. Donc, on voit des prix de tourteau qui demeurent très, très faibles historiquement. Finalement, dollar canadien, on a un dollar canadien qui est en bon recul depuis le 26 septembre à peu près, le 25 septembre, ce qui concorde avec le haut qu'on a vu dans le port. C'est sûr que ça concorde avec le début de la chicane avec la Chine, les États-Unis. Donc là, on voit le dollar américain qui reprend ses propriétés de valeur refuge qui avaient été perdues en avril. Mais là, de plus en plus, on voit les propriétés de valeur refuge. Par contre, on voit quand même qu'il y a une divergence qui est en train de se créer entre le différentiel de taux d'intérêt aux États-Unis puis au Canada, puis le comportement de la devise. Donc, on le voit que le différentiel semble s'améliorer au profit du Canada, ce qui généralement voudrait dire une devise plus en hausse, mais là, on voit pour des facteurs qui sont externes, autres, comme j'ai mentionné, la Chine qui met beaucoup de pression sur les États-Unis
ben, on a cette divergence-là qui apparaît. En termes de banque centrale, on a baissé les taux d'intérêt au Canada, aux États-Unis dans le mois de septembre, dans leur dernière rencontre. Est-ce qu'on va baisser les taux encore à la fin du mois d'octobre? Donc, pas cette semaine, l'autre. On a la Fed et la Banque du Canada qui vont prendre action sur leur politique monétaire. Aux États-Unis, on s'attend à une baisse de taux à 100%. On s'attend encore à 3-4 baisses aux États-Unis. C'est sûr qu'aux États-Unis, on est nettement plus élevé qu'au Canada en termes de taux, déjà, parce que le Canada avait déjà procédé avec des bonnes baisses de taux. Puis au Canada, ben, c'est 50-50. Il y a eu quand même un bon rapport d'emploi à la fin, donc pour l'emploi de septembre. Aux États-Unis, comme j'ai mentionné, ben, il n'y a pas de données. Donc là, la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire avec un mois de données manquantes? C'est sûr qu'il y a d'autres moyens de voir ces données-là, tu sais, au niveau des agences privées ou tu sais, d'autres estimations, mais c'est sûr que ce n'est pas les données officielles. Donc, qu'est-ce que la Fed va faire dans ce contexte-là? Est-ce qu'elle va dire, ben, on va prendre la même décision qu'on avait prévue en septembre, donc qui était déjà de baisser les taux? Donc, ça va être, bon, on anticipe quand même de la volatilité la semaine prochaine au niveau de la devise avec les deux banques centrales qui vont prendre action sur leur politique monétaire. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous montrer ce matin. Ah, peut-être la dernière petite slide quand on met en fait les composantes, toutes les composantes ensemble, là. Donc, valeur de porc, valeur de grain et le dollar canadien. On voit les marges brutes de production qui sont excellente malgré la chute de prix qu'on a vue. Donc, on était dans des marges records il y a de ça aussi au 26 septembre, qui était le sommet. On a reperdu quand même depuis, mais reste qu'on le voit comparé aux dernières années. Là, on se compare en fait les deux lignes qui sont surlignées, là, la ligne noire ce sont les marges actuelles, puis la ligne bleue qui est 2014, là, qui était la fameuse année de PED aux États-Unis, donc qui avait causé justement une flambée au niveau des valeurs porcines. Ben, on a des valeurs qui sont plus intéressantes que cette fameuse année 2014-là dont tout le monde se souvient. Reste que, comme j'ai dit, c'est ça. Il y a un réajustement en termes de marge brute avec la chute des valeurs de part, mais c'est tout de même des valeurs qui demeurent historiquement très, très, très élevées. Donc, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions avant qu'on passe avec la partie de Stéphane. Merci Jean-Charles. Je n'en vois pas pour l'instant. Oui, t'as un petit peu. Non, je vois pas de questions. Au pire, on peut les prendre à la fin. Donc, je vais partager mon écran de mon côté. Il y a des éléments que Jean-Charles a survey ou des éléments qu'on n'a pas pu mettre à jour. Attendez un petit peu que ça vienne plein écran. Voyons, pourquoi que ça ne veut pas venir plein écran? C'est le petit ruban ici qui me cause problème, là. Attends un peu, je vais le départager. Donc, on va recommencer. Quoi qu'il me... On va aller autrement. Hein? Donc, à ce moment-ci, ça, il n'y a pas eu de mise à jour du WASI, comme Jean-Charles l'a expliqué. Donc, on est vraiment sur le rapport du mois précédent. Donc, on va passer rapidement. Comme on avait mentionné, il y avait une baisse de production qui a été confirmée par le dernier rapport Hogs and Pigs. Dans le rapport Hogs and Pigs, ce qu'on peut remarquer, c'était vraiment les intentions de mise bas de décembre à février, qui se rapprochaient de 100%, donc au même niveau que l'année passée. Donc, avant que ces animaux-là que ces trous-là puissent mettre bas, qu'on suive les porcelets, qu'on les ait mis en marché, vous comprenez qu'il y a quand même un certain délai d'au moins là, 10 mois. Donc, ce qui peut nous laisser une fenêtre intéressante encore là, pour les 10 prochains mois. Pour ce qui est du marché des coupes, c'est la mise à jour des données. Donc, Jean-Charles l'a expliqué, là, on est passé là, d'autour de un peu plus de 115 la carcasse à 102. Et quand on regarde, là, c'est vraiment le flanc qui a baissé là, substantiellement là, au niveau des prix. Donc, on doit remonter à 2014 pour avoir des meilleurs prix qu'on a actuellement. Sinon, les pires années, c'était 2015 et 2016. Loin derrière nous et tant mieux. Si on regarde 2017, 2025 pour le 17 octobre, on est à 102 pour ce qui est de la moyenne de 5 jours de la valeur de la carcasse, qui est tout près là, de 10 de plus que la moyenne depuis le temps que le rapport est publié.
Et on a vraiment là, les côtes là, qui sont vraiment en excellent prix, qui viennent soutenir la carcasse pour seulement 5%. Pour ce qui est des exportations, la même chose, c'est identique au mois précédent, il n'y a pas eu de mise à jour. Pour ce qui est des inventaires de congés, mais on est toujours là, déphasé là, d'un mois. Donc, on avait quand même les données qui ont été publiées en septembre pour le mois d'août. Donc, vous pouvez voir au niveau du port là, une baisse là, de 13,5% par rapport à l'année passée. Par rapport au mois précédent, on a beaucoup là, des baisses dans chacune des catégories, mais on peut remarquer au niveau du poulet et du bœuf une légère augmentation par rapport à l'année passée. Donc, si on les regarde sur une base de graphique, vous pouvez voir le bœuf, là, on est sensiblement dans les creux là, de 2023-2024. Vous regardez le porc, ben, c'est vraiment là la baisse qui est importante par rapport à 2024. Là, on a vraiment là, plus de stock dans les frigos. Pour ce qui est du flanc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a atteint les niveaux de 2024, mais la pente de diminution là, est beaucoup plus faible que ce qu'on a déjà vécu là, en 2024 et 2023. Donc, les stocks étaient beaucoup moins élevés. Ils ont diminué, mais à une vitesse moins rapide. Donc, on atteint là, un seuil minimal là, qui rejoint celui de 2024. Pour ce qui est du poulet, ben, on peut voir un peu plus de variation au niveau de la courbe. Donc, on est plus élevé que 2024. On y rejoint un petit peu entre 2022 et 2024 là, pour ce qui est des inventaires de poulet congelés. Pour ce qui est du prix du porc, actuellement estimé pour 2025, 225,27. Vous pouvez voir la ligne mauve et avec les futurs anticipés. On va en reparler un petit peu plus loin pour ce qui est des futurs. Pour ce qui est du coût d'alimentation en finition, donc on peut voir qu'on a sensiblement les mêmes prix que 2024, un petit peu plus élevé là, pour la fin de la période. Pour ce qui est de l'ASRA, bon, il n'y a pas de grande variation, il n'y a pas de publication au niveau de la financière, il n'y aura pas d'avance d'ASRA, il n'y aura pas d'ASRA en 2025. Donc, on a un revenu stabilisé ajusté de 231. Ma valeur, elle semble un petit peu plus élevée que le mensuel part, qui est davantage autour de 227. Fait que c'est peut-être dans l'indexation qu'il peut y avoir des petites distorsions. Revenu de marché, le 254. Ici, on aurait dû voir 254 aussi. Donc, un prix de pot, j'ai arrondi à 225, un indice moyen de 112,88, ce qui me laisse un profit là, de plus de 25, même 29 là, du 100 kg pour 2025. Et si on regarde rapidement 2026, c'est presque du copier-coller, là, sensiblement avec la baisse des prix là, qu'on a vécu dernièrement pour les marchés à terme. Donc, on a sensiblement le même contexte pour 2026. Pour ce qui est du PPMPA, on avait les semaines 1 à 24 qui étaient à 214, qui ont été corrigées à 221. Donc, on a fait une avance rétroactive pour les semaines 1 à 24. Donc, vous voyez que la courbe ici, elle n'a pas été corrigée encore, là, mais on serait sensiblement pareil. La semaine 25 à 41 à 221. Et depuis la semaine 42, on est à 225. Là, vous pouvez voir le petit hook là, qui a une légère augmentation. Si on fait la prévision pour le PPMPA, pour 2025, 225 et 68. Donc, on est tout près de l'autre valeur à 225 et 27. Là, donc, ça se maintient. Et quand on regarde les futurs, ce qui est difficile à faire quand on fait autant le PPMPO, qu'on estime le prix du port, c'est qu'au Québec, on est payé sur une formule cut-out. Et quand on regarde les futurs cut-out, ben, vous pouvez voir qu'il n'y a uniquement que 33 transactions pour le contrat de décembre. Si on va sur le ligne HOG, pour le mois de décembre, on a plus de 33 000 contrats actifs. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une distorsion pour estimer les prix quand on utilise donc le cut-out avec 33 transactions versus le ligne HOG qui en a 33 000. Donc, une valeur qui est probablement qui reflète plus la réalité quand tu es capable d'avoir un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs sur le même marché. Pour ce qui est des GRM, on a vécu là, une petite baisse d'environ 9 du 100 kg. Donc, le 12 septembre, on estimait pour les 11 prochains mois 266 du 100 kg. Là, on est à 257. Donc, on se rejoint, comme je disais tout à l'heure, on est sensiblement pareil à mon 254, 255 de 2025. Donc, vous pouvez voir pour les 11 prochains mois 257. Donc, ça tient la route avec ce que je vous ai dit précédemment. Pour ce qui est du marché des grains, avec la prévision de Solio, on a du maïs à 291, du tourteau de soya à 486 pour les 6 prochains mois. Donc, notre prochaine rencontre serait le 17 novembre. Donc, c'est certain qu'en ayant beaucoup moins de données publiées par l'USDA, ben, ça nous fait des appels conférences qui sont un peu plus courtes parce qu'on a moins d'informations à vous partager. Je vais arrêter le partage. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des interrogations. Je n'en vois pas. Je vais arrêter l'enregistrement.